Bonsoir à tous, bonjour à tous d'ailleurs, et bienvenue dans Beats épisode numéro 124. J'ai avec moi Bertrand. Salut Bertrand. Et bonsoir à tous. Tu as déjà participé à RGB, hein? Exactement. Voilà, donc déjà Je participé à suis RGB. déjà assis sur ce canapé. Voilà, t'es déjà chez toi en fait, Presque, finalement. presque. C'est tout comme. Ouais, Surtout, c'est un homme de bon goût. Il a un iPad Pro et une Apple Watch Series 4. Et ça, c'est... voilà. Que dire de plus? Je pense que du coup, Nico Poppy, qui doit être dans la chatroom, va dire putain, encore un mec qui est pro Apple, machin et tout ça. Vendu, voilà. C'est parfait. Du coup, voilà, il doit être déjà en PLS. Ouais, c'est le critère pour venir. Exactement. Non, il n'y a que Christophe qui est autorisé à avoir de l'Android, mais il est historique, lui. Mais lui, il est historique. Bon, on a beaucoup de news ce soir, donc on va essayer de tenir tout ça dans une heure. Donc tu vois, regarde, il y a écrit 11 en haut. Ouais, donc normalement, voilà, normalement, à 71, non, je pense qu'il doit marquer 1h11 minutes, on devrait terminer l'émission. Voilà. Pour les présentations, écoutez, vous allez sur le site sur renegade.fr, il a sa fiche animateur, on complétera petit à petit tout ça. Team historique, dit Christophe. Bon, et il fait méga chaud, comme vous pouvez vous en douter. Et justement, quand il fait méga chaud, on essaie d'optimiser sa consommation d'énergie. Et s'il y en a un qui le fait bien, transition toute trouvée, c'est Slack, dans sa dernière version. Slack fait un régime, et pas qu'un petit régime. En gros, ils ont réécrit Slack dans sa version 4. Voilà. Donc, ils ont diminué évidemment la consommation de la RAM. Bon, il s'avère qu'il y avait beaucoup de fuites quand vous aviez beaucoup d'onglets Slack. Je sais pas si tu utilises Slack, toi. Pas encore. Pas encore. Bon. Et donc, il y avait beaucoup de fuites mémoire et tout ça, et ça devenait une vraie catastrophe. Et maintenant, ils ne vont plus utiliser que 500 mégaoctets de RAM. Alors, Slack Desktop, Guillaume FR, donc l'appli desktop sur Windows et sur Mac. Donc voilà, méga chaud et en jean. C'est vrai. Qu'il a relancé comme ça. Il aurait pu rester en short, mais bon, il s'est dit non, c'est la première, on met un jean. Ça reste du HTML, donc voilà, ils ont pas tout pété non plus. Ils utilisent toujours une base d'électrons, ils ont modifié quand même quelque chose dedans. Et voilà, c'est toujours pas une app native. Sous ma douche, il fait moins chaud. Tout à fait. Donc voilà, à gauche, vous aviez la consommation d'un Slack avant. Et à droite, la consommation d'un Slack après. Impressionnant les différences. Ah ben oui, c'est même plus une différence à ce niveau-là. On a l'impression que c'est plus le même logiciel. Donc voilà, et on voit que quand on était à 6 ou plus, c'était la fête à la saucisse, quoi. C'est fait avec Electron, tout à fait, Killer Volant. Ils n'ont pas changé, ils sont toujours restés sur Electron, donc c'est pas une version de client natif, quoi. Ils ont réécrit le code stagiaire, en fait. C'est ça, Crix. C'est exactement ça. Bon, on note quand même que sur une team, ça s'est un peu amélioré, mais c'est pas non plus, la différence n'est pas énorme. Donc si vous avez qu'un seul Slack, vous n'aurez pas une très très grosse différence. Voilà, je vous montre vite fait. En termes de design, évidemment, ça n'a pas changé. Voilà, c'est toujours pareil. Et il faut se dire quand même que c'est un sacré challenge parce que avoir un site, enfin jusqu'à présent Slack fonctionnait essentiellement en HTML et voir, tu sais, quand les gens tapent le texte, voir marqué machin est en train de taper son texte, ça nécessitait des rafraîchissements permanents et c'est pour ça que ça consommait énormément de ressources. En tout cas voilà, c'est corrigé, c'est réécrit, donc faites votre mise à jour à partir de Slack.4, vous aurez normalement de meilleures performances. On va passer au sujet suivant. L'application du moment, j'ai lancé. Ouais, tout à fait. Si tu veux, je lance les titres comme ça. Vas-y. L'application du moment, donc, qui est FaceApp et sa petite sœur qu'on voit poindre aussi. Donc, tu veux nous parler de ça? FaceApp, c'est pas nouveau. Non, mais non, c'est ça. Même si c'est pas nouveau, mais on fait qu'en parler en ce moment. Donc forcément, on est obligé d'en parler dans Beats. Hein, c'est ça. Parce qu'on suit l'actualité. C'est le buzz et tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas d'aujourd'hui, c'est de 2017 en fait. C'est vrai que ça fait un petit moment que je l'avais utilisé, que j'avais déjà envoyé mes données ailleurs. J'avoue que moi aussi, je l'avais utilisé à l'époque parce qu'ils avaient un espèce de filtre. Tu pouvais faire des photos en 4 versions, donc toi normal, toi jeune, toi en fille et toi vieux. C'était ça, je crois. Ouais, tout à fait, c'est ça. Voilà. J'ai fait quelques tests comme ça, j'essayais sur les enfants et tout. Ouais, c'était rigolo. Voilà, c'est assez drôle pour voir à quoi ils ressembleront plus tard. Ou pas. Et donc là, là, ça refait le buzz, donc c'est un peu cyclique. Donc cette fois-ci, c'est des célébrités, des influenceurs, encore eux, qui l'ont utilisé. Et donc du coup, voilà. Exactement. Allez, on a des petites images, vous attendez que ça, hein, je pense. Bah, c'est ça. Donc voilà, à l'origine, FaceApp, ça faisait ça. Voilà. Hein. Et maintenant, hop.
Voilà, le filtre vieux qui a été mis à jour d'ailleurs. Ouais. Qui est pas mal, hein. Franchement, on pourrait presque croire qu'à droite, c'est vraiment ça qui va ressembler. Franchement, c'est vraiment bien fait. Après, c'est plutôt flatteur pour lui. C'est plutôt flatteur pour lui, c'est vrai. Ça passe plutôt pas mal. Et donc là, le nouveau buzz, parce que mais forcément, vu qu'on en parle beaucoup, il faut trouver un autre buzz pour pouvoir faire en sorte d'en parler encore plus et de créer de nouvelles couvertures de journaux ou de sites ou autres. Et donc là, le point c'est, mais attention, ce n'est pas retraité localement sur le smartphone, ailleurs. Sur l'application, donc directement sur le device, et on l'envoie ailleurs. Et on l'envoie où? On l'envoie peut-être en Russie. En Russie. Alors là, c'est la fin. C'est ça. La Russie, c'est un peu comme la Chine Empire. C'est vrai. Donc c'est ça qui doit marquer en tout cas dans les esprits. Donc en fait, on n'envoie pas forcément en Russie. Donc déjà, ça c'est dans le type fake, on y est pas mal quand même. Donc ça a été développé par un Russe. Ouais. Voilà. Donc c'est pour essayer de remettre un peu les éléments. Et la R&D de l'application est en Russie. Donc c'est vrai qu'ils font un sacré boulot parce que franchement c'est plutôt top. Quoi. Donc ensuite, c'est vrai qu'il y a une polémique où des gens, j'ai vu passer ce tweet là où ils disaient oui, en fait, quand vous envoyez vos photos, vous autorisez l'accès aux photos et en fait, ils chargent toute votre bibliothèque de photos, machin et tout ça. Ouais. Et j'ai vu passer du coup le tweet de comment est-ce qu'il s'appelle, le mec qui avait trouvé la faille dans le système de messagerie du gouvernement là. Ah oui. Elliot Alderson, qui a repris le truc de Mr. Robot, qui avait tweeté en disant non, j'ai regardé l'app, j'ai sniffé tous les trucs, machin, voilà. Et du coup, il se passe absolument rien, vous envoyez qu'une seule photo, vous envoyez pas toutes vos photos déjà. Et ensuite, les conditions générales du service, j'ai vu qu'elle précisait en fait tout ce que tu retrouves exactement sur Twitter, Facebook et tout ça, ni plus ni moins. C'est plus pour qu'ils se prémunissent eux en fait. Exactement. Que nous quoi. Exactement, parce qu'en fait, forcément, tu leur cèdes les droits d'éditer la photo. Pour une raison simple, c'est que pour pouvoir l'altérer, il faut que tu cèdes les droits de la photo pour qu'ils puissent le modifier et te vieillir par exemple. Et voilà, bref. Et que tu puisses pas faire un procès derrière en disant vous avez stocké ma photo sur votre serveur. Voilà, ils sont passés par chez vous, voilà. C'est pas bien et tout ça. Donc bon, comme de la même manière qu'on retrouve pas les photos sur les autres applications, il y a peu de chances qu'on les retrouve celles-là dans les publicités pour cette application-là. Mais bon, ça fait le buzz. Donc c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, on voulait vous parler de l'autre application qui est un petit peu moins connue, mais qui commence pas mal à buzzer. C'est tant qu'un influenceur l'utilise. C'est bon. Exact, c'est exactement ça. Et donc, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, l'idée, en tout cas, dessus, c'est un peu différent. Donc là, on ne cherche pas à se vieillir. C'est vraiment de dire, ils ont repris. Alors, c'est développé par les chercheurs du MIT. Et c'est une intelligence artificielle qui a été entraînée sur 45 000 portraits artistiques. Bien. Donc une base de données. Ou je sais pas quoi. Exactement. Donc on va des peintures du début de la Renaissance à l'art contemporain. D'accord. Ok. Et il s'entraînait particulièrement là-dessus. Et c'est surtout sur les œuvres du XVe siècle en Europe. Donc bien sûr, je connais ça par cœur, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Donc, mais pourquoi? Parce que c'est là où c'était l'émergence de tout ce qui était les représentations réalistes d'individus. Donc forcément, vu que c'était une application pour pouvoir travailler sur des portraits, c'est mieux. Donc je vous montre un petit exemple de ce à quoi ça ressemble. Voilà. Et moi, je trouve ça vraiment super bien trouvé. C'est bien fait, hein. Ouais. Franchement, alors bon, forcément, c'est un exemple qui marche plutôt bien, forcément. Comment ça se passe en fait pour ceux qui ont déjà suivi des précédents bits? Ouais. Ça fait comme si j'étais là depuis longtemps. Donc, en fait, cette application, elle n'utilise pas la méthode appelée de transfert de style, que vous aviez déjà présenté en fait, qui est absolument extraordinaire en IA, puisqu'on a une première image qu'on vient dériver et créer de nouveaux styles. Et là, on se retrouve en fait sur d'autres applications c'est une autre façon de faire en fait. On a vraiment de nouvelles formes qui sont créées. Donc il vient recréer en fait un nouveau visage en s'inspirant de la bibliothèque. Mais en utilisant les techniques. Exactement. Et d'ailleurs on le voit puisque il y a des traits qui se ressemblent, mais on voit que c'est une image complètement recréée et pas juste de la modification. Puisque par exemple on voit pas plus ses dents. Non, ouais, tout à fait. Son nez est un poil différent, pas trop mais un petit peu. Ses sourcils le sont un peu, son front est complètement inventé du coup. Les yeux aussi ouverts comme ça et pas comme elle était à gauche en train de sourire puisqu'elle sourit plus.
Et, voilà. et ce que tu disais d'ailleurs sur rigoler, c'est exactement ça, parce qu'en fait, c'est une des fonctionnalités de l'app, c'est que si vous souriez, il supprime le sourire automatiquement, parce que dans les peintures de cette époque-là, les gens ne souriaient pas, en fait, enfin, souriaient pas, se faisaient pas peindre en train de sourire, parce que c'était pas du tout... Puis il faut tenir la pause. Ouais, déjà... Pendant des jours, et là, c'est beaucoup. Merci Damien pour le sub. Après, mais l'autre truc, forcément, là je vous ai montré le cas où ça marche très bien, ouais. Et on va voir le cas où ça marche moins bien. Où ça marche moins bien. Donc, deuxième cas, voilà. Bizarrement. Donc, moi je trouve que c'est un mauvais procès, mais ça se comprend bien en fait. Donc là, c'est une journaliste de type asiatique, donc, qui s'est pris en photo, et qui a lancé ça dans l'application, et qui a trouvé ça comme résultat, et qui a été un peu surprise par le résultat, parce que au-delà du fait que sa peau a été totalement blanchi. Le biais raciste, on va nous dire, tout ça. Exactement. Ça transformait son nez, comme on le voit également. Et en fait, ce qu'il disait, c'est mais d'où ça vient. Et tout simplement, ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que c'est c'est la base de données sur laquelle il se sont entraînés, c'est 45 000 portraits artistiques, mais principalement du 15e siècle en Europe. En Europe. Et donc, du coup, forcément, si tu l'utilises sur quelqu'un qui n'est pas de type européen, du coup, de cette époque-là, en tout cas, ben voilà. Ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est le genre d'exemple. Et l'autre cas, mais j'ai pas la photo avant-après, ouais, c'est cette fois-ci sur quelqu'un donc d'un type indien, exactement, qui se retrouve comme ça, et ça donne un type italien, en fait. Oui, donc, c'est vrai. Encore une fois, on est bien sur de l'Europe au XVe siècle. Voilà. Bah, les Noirs se faisaient pas peindre, ils bossaient dans les champs. Exactement, Chagara. Ils avaient pas que ça à faire. Puis peut-être que la peinture noire coûtait cher aussi. Non, je plaisante. Olivier Mine. Qu'est-ce que tu dis, d'ailleurs? Ouais. Je trouve que ça ressemble à Olivier Mine. Peut-être un peu le dernier. Ouais, tu veux que je remette? Vas-y, remets-le pour voir. Ah, c'est vrai. Il y a un truc d'Olivier Mine. Effectivement. De loin. Hein. Faudrait voir s'il est aussi musclé. Ouais, c'est ça. Faudrait voir s'il a fait de la muscu ou pas comme Olivier Mine. Bon, du coup, ça c'est IA Portrait, si vous voulez l'essayer. Ouais. Voilà. Bref, c'est pas mal. T'as quelque chose à ajouter ou pas? Non, c'était déjà... C'est juste tout ça avec le biais cognitif. Exactement. Bon, parfait. Alors, si vous faites partie des gens heureux abonnés à SFR, nouvelle box est là. Nouvelle box, donc la box 8 ou 8, si on respecte le mot box, sinon c'est boîte 8 et box 8. Donc nouvelle offre commerciale et tout ça, bah vas-y, décris-nous un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors en fait là on est sur de la preview. Ouais, c'est exactement ça, il y a eu une conf de presse, en gros ils ont dévoilé la box et ils nous ont dit bah voilà un peu ce qu'il y a dedans. C'est du gros teasing en fait, puisque la sortie officielle vraiment pour la partie commerciale c'est le 20 août. Voilà. Donc pour ceux qui sont satisfaits de leur réseau SFR, il doit y en avoir. Il y en a quelques-uns. Hein. Voilà, et c'est la nouvelle box qui arrive. Donc, alors rapidement sur les caractéristiques, d'abord la taille. Donc là, on voit la box télé. Donc ils se séparent, bien sûr, box, on va dire serveur et box télé. Donc on est sur du 15 cm par 15 cm, mais beaucoup plus épais. Oui. Voilà. On a un cube. Une enceinte vocale intégrée, donc c'est une Bernadette qui est à l'intérieur. Voilà. Et un assistant SFR. Tiens, ça me fait penser c'est ça. Ok, SFR. Voilà. Ensuite, on est plutôt sur une box assez légère versus la Freebox Delta. Bon, je sais pas si c'est un gage de quoi que ce soit là-dessus. Je sais pas, parce que moi je soulève pas tous les jours ma box, mais... Quand elle est posée. Ouais. Dommage, par contre, pas d'Android télé. Non, mais ça... Son propre système d'exploitation, et ça c'est vraiment dommage, parce que je pense que c'était une bonne occasion en tout cas de pousser ça. Donc compatible 4K, HDR, Dolby Vision, et compatible avec la technologie Dolby Atmos. Donc je vois pas comment on fait du Dolby Atmos avec ça. C'est possible. Bon, ok, c'est moi alors. non, mais non, je plaisante, mais c'est... alors c'est la sortie peut-être qu'il y a une sortie en Dolby Atmos. Non, mais après c'est comme chez Freebox avec, c'était De Vialet. Vous avez fait mais elle est pas justement Dolby Atmos. Hein. Non, elle est pas Dolby Atmos, c'est vrai. Mais parce qu'elle était en triangle. Peut-être que là maintenant celle-là c'est un carré. C'était ça. C'est beaucoup mieux en fait. Normalement c'est censé envoyer vers le plafond, donc... Mais je sais pas comment. Bon, peut-être qu'il y aura un accessoire supplémentaire. Peut-être. Ensuite, il n'y a pas de précision sur le nombre d'accessoires et la disposition. Il y a le Bluetooth, forcément. Donc, il n'y a pas de disque dur dedans. Donc, c'est les enregistrements en ligne. Et SFR promet jusqu'à 100 heures de programme stocké dans le cloud avec 1 Tera de données pour les données personnelles. Ok. Un bouton pour couper le micro. Donc, de manière assez classique. La télécommande assez minimaliste, mais on peut interagir avec Bernadette ou le OK SFR. Au milieu, là. Ouais, je crois que c'est ça. Et quand on coupe le micro, ça s'illumine en rouge. Voilà, c'est ça.
Ok. Et Alors, elle sur fait celle-là, on va également, envoyer. et ça c'est Ouais, pas ouais. mal par rapport à ce qu'on va se dire après, parce que c'est quand même la grosse annonce, elle fait également répéteur Wi-Fi. Donc elle Ah, se connecte en Wi-Fi, en fait, elle se connecte pas en filaire, ça d'après ce connecte que en j'ai cru Wi-Fi comprendre, à la box à la box d'origine. serveur. Ok. Et c'est la principale annonce, c'est que la box serveur est en Wi-Fi 6. 6. Exactement. Waouh! Donc c'est la première box opérateur à sortir du Wi-Fi 6. Juste pour se donner... Elle dispose d'un port USB-C derrière. Oui, elle dispose d'un port USB-C, tout à fait. Incroyable! Ouais, ça y est, ça avance. C'est ça. Donc Wi-Fi 6, j'espère que c'est clair à peu près pour tout le monde, mais donc nouvelle génération, et surtout ce qui est top, c'est pour tous ceux qui ont de l'IoT. Oui. Ça sert à démultiplier le nombre d'appareils qui se connectent, à Faire du filtrer, mesh et tout ça, exactement. Donc là, on est vraiment dans du bon Wi-Fi. La seule chose, c'est la compatibilité. Donc les appareils sont Et pas pour le moment, encore il faut totalement attendre des appareils sortis. compatibles. Ouais, tout à fait. Bon, et ouais, ils ont aussi parlé de leur SFR Home, leur offre domotique, Ouais. mais qui sera commercialisée qu'en fin d'année. Bon, on sait ce qu'on en pense un peu des offres domotiques des box opérateurs. Ouais. Le jour où tu changes d'opérateur, tu as plus de domotique chez toi. C'est un peu dommage. Dommage. Je suis pas certain que les opérateurs doivent se lancer là-dedans, mais pourquoi pas. Bon. Ou des partenariats. Ouais, mais qu'après ils fassent un partenariat pour que tu aies des appareils moins chers, ou tu vois, ou des prix préférentiels parce que tu es abonné à SFR sur, je sais pas, des stations Netatmo ou je ne sais quoi. Pourquoi pas? Moi, j'ai la Freebox Delta. Il y a un partenariat pour le coup avec Somfy. Ouais. Et bon, voilà, je sais comme ça tu sais que ça peut par la suite, fonctionner, si je ou que, sors, voilà. je fais juste un concentrateur Somfy à prendre et c'est bon. C'est tout. Voilà, s'ils intègrent des standards et qu'après vous pouvez remplacer votre box par une box de votre choix, pourquoi pas. La box domotique chez ton opérateur, c'est comme le mail chez ton opérateur. C'est un peu ça, Edrelios. C'est vrai. C'est un peu ça. C'est bien trouvé. C'est un bon élément de comparaison. Bon, on parlait de Wi-Fi 6 et de modem. Ben, on va parler de modem cette fois dans les iPhones. Puisque Apple serait sur le point d'acheter la division modem d'Intel, évidemment pour la 5G. Alors on le sait, ils ont signé un accord avec Qualcomm. Ils ont enterré la hache de guerre, payé des accords, des brevets, des machins, des trucs, des rétrocommissions et tout ce que vous voulez, pour pouvoir utiliser le modem Qualcomm 5G dans le prochain iPhone normalement de cette fin d'année. Parce que Intel n'était pas en mesure de leur fournir, des versions 5G. Mais à partir de l'année prochaine, normalement, Intel aurait dû être prêt. Donc du coup, mais le truc c'est que du coup, bah, ça fait une année avide pour Intel. Donc Intel veut s'en séparer parce que c'était un coût pour eux. Et Huawei leur taille des croupières du côté des pros, Qualcomm aussi d'ailleurs. Donc ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire de cette division qui perd de l'argent puisque Apple n'est pas notre client l'année prochaine. Qu'à cela ne tienne, Apple Grand Prince a dit vous inquiétez pas, on va racheter la division. C'est bon, c'est pour moi. Allez, c'est pour moi. Vous en voulez plus, vous inquiétez pas, on va le prendre. Du coup, Apple va sans doute acheter Intel Intel Modem dans les semaines qui viennent pour $1 milliard quand même. Ça comprend tout le staff et tous les brevets. Donc voilà, c'est une bonne OP pour eux. Opération. Et donc du coup, ça permettra à Apple d'être encore plus indépendant et de fabriquer sa propre puce de communication 5G dans son mobile. Donc voilà. Surtout vis-à-vis de Qualcomm. Ben voilà. Donc là, surtout vis-à-vis de Qualcomm. Donc Qualcomm sur le coup s'est dit oh on a fait une super opération, on est copains avec Apple. Et là maintenant c'est, écoutez, c'est bien pour cette année, mais l'année prochaine on arrête le partenariat Qualcomm, on va avoir nos propres modems, tu vois. C'est ça. Tu le sens arriver. C'est souvent d'ailleurs, Apple avait fait ça avec un équipementier pour c'était pas du Gorilla Glass, tu sais, mais c'était vraiment les verres saphir ou je sais plus quoi là, comment ça s'appelait, cette boîte là brésilienne, je crois, qui justement était censée faire un gros stock pour Apple. Et Apple au dernier moment avait stoppé les commandes et était passé sur autre chose et la boîte avait fermé. Et en fait au moment où elle a fermé, Apple l'a racheté en disant hop hop, bougez pas, on va racheter tous les brevets, toute votre techno, machin et tout ça, et voilà, pour fabriquer leur propre verre qui sert sur les iPhones. Donc c'est pas des enfants de cœur. Non, mais voilà la technique, c'est genre tu sais que tu as un partenaire qui est très dépendant de toi et qui fait quasiment son business qu'avec toi. Donc les modems Intel par exemple, les modems plus 4G, tout ça, c'était l'iPhone essentiellement. Et bien quand Apple dit bon ben non, on va pas le faire parce que comme vous n'êtes pas 5G, on change de partenaire. Il se casse la gueule et hop, il les rachète pour que l'année d'après, il fasse le truc. Bon, bref. Ah, c'est bien vu, hein, c'est le merveilleux monde de la tech. C'est ça. Donc, bientôt, une partie d'Intel appartiendra à Apple. Allez, un sujet sur les néobanques, puisqu'on parle d'argent. Si vous avez $1 milliard, que vous ne voulez pas racheter la division modem d'Intel, vous pouvez très bien... Voilà, c'était Corning la boîte, effectivement. Ah, bien vu. Je crois que c'était Corning.
l'IO. Je sais plus, c'était un truc sur des écrans Saphir. Bon bref, si vous avez 1 milliard, vous voulez pas racheter les modems Intel, vous pouvez très bien ouvrir un compte dans une néobanque. Et donc tu voulais nous faire un petit point. C'est vrai qu'il y a eu des chiffres cette semaine. Ouais, c'est ça. C'était juste pour s'en parler un petit peu. Je vais essayer d'en parler sans utiliser les buzzwords. Non mais si tu peux, avec, ils veulent disrupter le marché. Voilà. C'est des banques digitales et tout ça. Il y a un peu de blockchain aussi. Ouais, t'as la blockchain. Ils proposent des crypto-monnaies. Des crypto-monnaies. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est juste pour se dire, en France, on a 18 néobanques qui sont actuellement en place. Moi, j'étais surpris parce que j'en connais 3-4 en fait. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément. Et avant la fin de l'année, il y en a 6 nouveaux acteurs qui devraient débarquer dans l'Hexagone. Donc, wow, après, apparemment, ça pousse, hein. Il y en a que une de rentable et une à l'équilibre. Oui, alors la rentable, je pense que je l'ai. Ouais. Et je l'ai un petit peu après. Et c'est pas évident, effectivement. Mais effectivement, ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Ouais. Donc ça marche plutôt bien. Il y a quand même 2,6 millions de clients en France. Donc c'est 3 fois plus qu'en 2017. Pas mal. Donc c'est vraiment pas rien. Et ce qu'on constate en France, on le constate aussi dans le reste de l'Europe. Donc c'est vraiment un business qui a le vent en poupe en tout cas. Après, là où les banques, on va dire, traditionnelles sont très généralistes, elles proposent des produits pour tout le monde. Ouais. Mais eux, là, ils sont très différenciants. Donc c'est sur des segments de population très précis. Par contre, ils sont hyper efficaces sur ces segments-là, forcément, hein, ils concentrent tout dessus. Et c'est principalement des nouveaux types de paiement et des modes de conso. Après, un des points qui est important, c'est que c'est extrêmement simple d'ouvrir des comptes aussi chez ces néobanques, parfois un peu trop simple, un peu de fraude. Donc voilà, mais c'est le revers de la médaille, on va dire en tout cas. Et puisqu'il y a peu de documents qui sont demandés. Et après, elles n'ont pas tout à fait les mêmes services que des banques traditionnelles. Par exemple, il n'y a pas de crédit immobilier, ce genre de choses. Exactement. Donc ça aide en tout cas là-dessus. Après, il y a pas mal de petites banques aussi en France qui veulent se transformer en néobanques. Oui. Notamment tout ce qui est banque de distributeurs ou autres et qui se disent comment être différenciant. Ouais, et donc Leclerc, typiquement, Carrefour, c'est machin. ça. Il y en a qui se sont lancés néobanques et qui essayent d'être néobanques comme Orange Bank. Voilà. Mais en tout cas, c'est des banques qui sont bien moins chères que les banques traditionnelles. Et c'est principalement sur l'aspect tarif, hein, où ils viennent chercher. Ça. Et ils vous donnent de l'argent même quand vous Ouais. avez des comptes. Entre 80 et 160 euros. Et moi, ce qui m'a fait basculer, parce que je suis chez une néobanque, c'est le fait de me déplacer à l'étranger. Là, cette année, je me suis déplacé à l'étranger hors de la zone euro. Mhm. Et là, forcément, j'ai utilisé, parce que j'ai pas eu le choix pour réserver ma banque traditionnelle, j'ai vu les frais de taux de change. Qui sont hallucinants, donc vraiment. Et je me suis dit, je vais pas faire toutes mes transactions là-bas, donc je vais commander une carte. Et je l'ai reçue, mais en une semaine. Ouais. Et c'est d'une simplicité d'utilisation, le suivi en permanence sur le téléphone, même sur la montre avec des alertes, enfin, vraiment c'est top. Donc, tu es chez moi, je suis chez Revolut, mais je sais qu'N26, c'est très bien aussi. Et parce qu'il y a Apple Pay, exactement. Évidemment, forcément. En fan d'Apple, tu vas dans une banque où il y a Apple Pay. Exactement. Et sachant qu'il faut faire attention qu'il y en a pas mal qui annoncent Apple Pay, mais qui n'ont toujours pas Apple Pay. Donc, faut faire attention là-dessus. C'est pas parce qu'on annonce qu'on est compatible Apple Pay que ça fonctionne l'Apple Pay. Mais sur Revolut, c'est bon, ça fonctionne bien. Et donc, je vous ai mis un petit graphique, parce qu'il y a forcément un petit graphique, avec l'estimation de l'évolution des comptes actifs chez les néobanques, et on voit que ça va que ça va très très vite en tout cas. Donc c'est des courbes, ce genre de courbes qui font rêver quand on pousse comme ça là-dessus. Et je voulais vous citer quelques néobanques, en tout cas sur les plus connus avec Orange Bank. Il y a Sésame également. Okay. On a N26, donc Revolut, ou encore ouais, tout à fait. Ok. Donc ça marche plutôt pas mal. Ça marche pas mal. Et moi, tu vois, je suis pas passé sur les néobanques. C'est fou parce que j'aurais pu. Hein. Mais là, on a ouvert un compte commun avec Chagara. On l'a ouvert à la poste, bêtement. Parce qu'il était déjà. Compatible Apple Pay. Et Google Pay aussi. C'est un critère, forcément. Non, même pas, ça n'a pas été un critère. Mais surtout, moi, je me suis dit, si jamais demain, on doit faire un crédit immobilier ou autre, devoir réouvrir un compte plus tard dans une banque, je sais pas. C'est voilà, c'est vraiment. J'ai hésité en me disant bon, si c'est juste pour payer le loyer, faire un virement comme ça, machin et tout ça, pourquoi pas. On a ouvert à la poste car vous aimez être dans la file d'attente, même pas Minotaur.
Non, mais honnêtement, c'est pas compliqué d'ouvrir le compte. Hein. Pas beaucoup plus que dans une néobanque, en fait. Mais ouais, j'ai hésité, je sais pas. Après, si un jour on part loin en vacances et tout, peut-être qu'on ouvrira un compte spécifiquement, du coup, à ce moment-là pour ça. Chez Revolut ou autre. Ouais. Mais, Certains s'en voilà. servent pour segmenter les dépenses aussi. Donc c'est vraiment poussé à l'extrême. Hein, Ouais, c'est-à-dire, vrai. comme ce sont des cartes sur lesquelles on vient alimenter depuis ton compte principal, bah, Ouais. tu dis ce mois-ci je mets 500 euros sur cette carte-là. Ok. Et je sais que je peux pas dépenser plus. Ouais. Donc ça t'aide à Ouais, mieux gérer le Oui, c'est budget. vrai, ça peut aussi fonctionner comme ça. Ouais. Après, ce qu'il faut, c'est pas avoir trop de frais, quoi. Mais là, effectivement, vu que les cartes sont gratuites, le compte est gratuit. Voilà. Après, ils te poussent pour aller vers les offres payantes. Bien sûr. Ils sont pas fous. Hein. Donc, Bah, évidemment, il faut bien faire un peu de business. ouais. Bon, bref, du coup, les néobanques, on le vend en poupe. Bah, tiens, on va passer du coq à l'âne. Cette fois, j'ai pas de transition. Je vais vous parler vite fait de la montre Huami Amazfit GTR de Xiaomi. Alors, moi, il faut que j'ouvre un second compte pour mon AE, dit Nico. Bah, tiens, pour une AE, bah c'est oui. parfait. Ouais, c'est une bonne idée. Alors, c'est une montre qui a été annoncée pas forcément en grande pompe, mais elle est déjà disponible sur Gearbest. Elle a été annoncée il y a 2 jours. 134 € sur Gearbest. La voici, la voilà. Elle est pas mal. Elle me rappelle celle que j'avais, moi, le Amazfit Sport. C'est classe. Ouais, c'est classe. Écran rond, tout ça, machin. Elle fait. Alors, ça, la version acier, elle fait 48 grammes. Une version titane, 40 grammes, mais elle n'est pas encore dispo. Et un cadre en alu aussi, 36 grammes. Un écran 1,39 pouces, 454 par 454. Voilà, c'est de l'AMOLED. Consomme très peu. Gorilla Glass 3 pour résister aux rayures. Cardiofréquence mètre, tout ça qui va bien. Biotracker PPG. Accéléromètre. Voilà, capteur géomagnétique, ça déconne pas. Baromètre, capteur de luminosité. GPS, tout ça, machin. Il faut au moins Android 5 ou iOS 10 pour la faire fonctionner. Le modèle 47 mm, donc le plus gros, embarque une batterie de 4100 mAh et fait des miracles selon le constructeur. Elle permet en effet de tenir 24 jours en utilisation. Ouf, 24 jours. Voilà, et 74 jours en activant le mode économie d'énergie qui désactive le GPS et ce genre de trucs. Qui ont fait une montre. Qui en fait une montre, du coup. C'est pas mal. Ah ouais. Non, 24 jours, c'est un vrai argument. Musique Là, intégrée, oui, tout à fait. Il y a la musique intégrée, j'ai oublié de le préciser. Voilà, et pas que la musique intégrée, il y a plein de trucs. Donc voilà, on a un petit peu la montre découpée, machin et tout. Donc on peut dire au revoir aux charges fréquentes. Elle est évidemment étanche, ça va de soi. D'ailleurs, dans le tracking du sport, j'ai pensé aussi à toi, Chagara, puisqu'ils ont rajouté workout en bas à droite. Donc fini de dire je suis en train de faire du vélo elliptique ou je ne sais quoi alors que tu es en train de faire du fitness, puisqu'en fait, elle le gère maintenant nativement. Elle gère pas mal de choses, hein. Même le cross-country race c'est nouveau, ça n'y était pas aussi avant. Enfin bref, ils ont rajouté pas mal de choses. L'escalade, tout ça. La marche fitness aussi, ils ont rajouté, qui n'y était pas. Bref, 12 activités. Ça traque évidemment le sommeil et tout ça. Hein. Contrôle de la musique, on peut retrouver son téléphone, elle a ses notifications, le timer, les appels, la météo, tout ça, machin. Bref, c'est un peu la fête du slip. Elle est compatible Bluetooth 5.0. Donc c'est plutôt propre. Je vois que Nico Popi nous dit qu'elle est à 125 €. Même 125. Elle détecte le sport que tu es en train de faire, pas compris. Non, en fait, il faut que tu lances une activité. Mais en tout cas, c'est présélectionné en fait. Ouais, voilà. Tu vas dans le truc et tu dis, bah, par exemple, là, je vais lancer un exercice de fitness et tu lances et voilà. Elle fait pas détecte pas le sport que tu es en train de faire. L'Apple Watch le fait, ça, mais pas toujours. C'est étonnant. Moi, des fois, elle propose. Elle te propose. Ouais. Donc, vous êtes en train de courir, machin. Non, je cours après le bus, connard. Voilà, mais bon. Fitbit détecte automatiquement aussi. Celle-là, a priori, non, elle fait pas la détection automatique. Mais bon, 24 jours d'autonomie pour une montre, c'est quand même assez dingue. Une montre de cette taille-là. Bon, faut voir, mais même s'ils font la moitié. Ouais, même s'ils font la moitié, déjà, c'est énorme. C'est ça. Elle est plutôt cool. Les bracelets sont changeables, évidemment, si vous aimez pas le cuir, machin, ou si vous trouvez que c'est trop masculin ou autre. Mais je la trouve plutôt neutre. La mienne aussi, je lance une activité. Tout à fait, Chagrin. Tu lances l'activité. Et... Après, le point là, ça fait tracker de sommeil. Ça me paraît un peu gros pour dormir avec. Mais écoute, moi je dormais avec ma précédente qui était aussi grosse. Ouais. Et ça me posait pas de soucis. Ouais, franchement, ça va. D'accord. Franchement, ça va. C'est pas mal. Ils ont complété leur gamme du coup par cette montre GTR. J'avoue qu'elle est très très classe. Hein. Ouais. Dispo en grise ou noir. Oui, c'est ça. Il y a 2 couleurs. C'est quoi
qui est trop masculin pour toi, Cédric? Bah, je sais pas, je trouve que le look global de la montre, bah, je sais pas, fait un peu masculin. Après, j'avoue que là, porté sur une femme, en version grise, c'est pas mal. Je vois peut-être que c'est la version noire qui me donne cette impression. Sexisme. Non, mais je sais pas. Elle était très grosse, 47 mm. Hein. C'est énorme. Mon Apple Watch, elle fait déjà 44. Et je trouve qu'elle est quand même fat. Après, c'est en rond, donc c'est un peu différent. Après, les lectures de texte dans les ronds. Ça va, en fait, là vraiment, c'est adapté. Ouais, là, c'est vraiment bien adapté. C'est vachement bien fait. D'accord. Justement, je trouve que Xiaomi fait ça bien. Tu trouves que ça fait bonhomme après avoir sur le poignet de Shag. Ouais. Non, mais clairement. Après, moi, je la trouve bien. Hein. Moi, j'ai rien contre ça, mais je trouve que voilà, la présentation fait très masculin. Et je trouve que la présentation globale, en tout cas, faisait très, les couleurs aussi. Très masculin. Ouais, tu vois, le bracelet marron sur la grise, là, je sais pas, je trouve que c'est un peu... tu vois ça, là, c'est présenté comme si t'allais le porter avec un costume, quoi. Tu vois. Donc bref. À voir. En tout cas, fonctionne avec l'appli Xiaomi Mi Fit. Donc voilà. Est-ce qu'elle résiste à Shag? Je ne sais pas. On verra. La transition est simple. Ben là, c'est simple. Hein, on parle d'écran AMOLED chez Xiaomi. Et ben, figurez-vous qu'Apple est déjà dans le turfu. Puisqu'apparemment, la rumeur dit qu'ils intégreraient une nouvelle techno d'écran. Après l'AMOLED, le micro-LED. Micro-LED. Encore mieux, toujours plus. Bon, c'est la rumeur de la montre de cette année d'ailleurs. Millésime 2020, ouais. Ah non, de l'année prochaine. Ouais, c'est pour ça, ouais. Encore un petit peu attendre. Je pense que, il y a des chances, on verra, mais il y a des chances que 2019 soit un peu l'année sacrifiée. Dans ce que j'ai pu entendre sur les différentes rumeurs. Déjà, il n'y aura pas de 5G dans les iPhones. C'est ça. Il y aura, Tout à l'heure, on nous a trollé sur le Wi-Fi 6 sur l'iPhone aussi. Peut-être. Donc, moi, je pense que ça sera plutôt du 2020. Ouais, c'est même chose. Possible. Donc, je pense que ce sera une année de transition. Et donc, 2020, la révolution, les micro-LED pour notre Apple Watch. La vraie et la seule montre connectée. C'est vrai, la seule très bonne montre connectée qui existe. La moitié de l'audience. C'est ça. Donc, le principe du micro-LED, ça permet d'avoir des écrans plus lumineux et plus économes en énergie. Hein. On allume un peu comme sur la molette que les pixels quand il y en a besoin, sauf qu'ils sont tout petits. Donc voilà l'idée. Là, ils ont repris à peu près un form factor d'une montre que l'on connaît, que l'on voit en bas d'ailleurs, pour montrer un petit peu ce que ça donnerait à luminosité équivalente, machin et tout ça, enfin à consommation équivalente, ce que donnerait l'écran. Enfin voilà, personne ne peut le nier. Tout à fait, j'aime bien. Donc là principalement, plus lumineux, économie d'énergie. Ouais. Donc que demande le peuple du mieux, mais fera pas à mon avis 24 jours. Fera pas 24 jours, ça c'est certain. Mais déjà, moi, j'en suis content de la mienne, tu vois, là, je l'ai enlevé du chargeur à 7h ce matin. Ouais. J'ai fait 40 minutes de sport, avec le rythme cardiaque et tout ça, en permanence, et je suis à 72%. Ah ouais, effectivement. Donc, bon, j'ai mes notifs et tout, enfin, voilà, quoi, tu vois. Hop, j'efface tout. Mais ça fonctionne bien, donc voilà. 1300 € l'Apple Watch, ça fait beaucoup. C'est pas 1300 € une Apple Watch. Faut arrêter de raconter n'importe quoi aussi. Et justement, en parlant d'Apple, 2020, toujours Siri OS. Ça fait bizarre d'écrire ton image, du coup. Mais la rumeur de Siri OS, alors ça, j'arrive pas à comprendre. Ouais. Je sais pas toi. Ouais, alors moi Siri déjà, dès qu'on dit Siri, forcément j'ai un peu de condescendance en me disant le pauvre, c'est un peu le parent qu'on cache en fait un petit peu dans les systèmes par rapport aux autres. C'est vrai. Et me dire ils vont faire un OS autour de Siri, c'est un peu comme si Microsoft lançait Cortana OS. C'est ça. Ah, il y a qu'ils l'ont fait avec Windows 10. Ouais, ils ont essayé de l'intégrer puis là ils le sortent. C'est ça, ils ont dit non, tu sors. Ouais, on va essayer de se remettre un peu de côté puis on va mettre ceux qui marchent quoi. Ouais, et moi de ce que j'ai compris, j'ai l'impression que c'est encore un putain d'analyste qui a rien compris. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai essayé d'interpréter ça un peu différemment. Ouais. Donc après je sais pas. T'as fait comme moi, t'as pensé à SiriKit et te dire on va utiliser du coup le même Siri sur tous les appareils
Et c'est pas du tout un Siri OS, c'est simplement un Siri qui va être transverse. Ouais. Un peu comme Google Assistant. C'est exact. Enfin, pour moi, c'est ça. Et j'espère qu'ils font ça. En fait, c'est moi qui pousse un peu la rumeur avec mon attente, en fait, dessus. Avec, typiquement, là, le Google Assistant où tout est dans le boîtier. Il n'y a plus besoin d'aller faire un appel, donc tu gagnes un temps fou pour les questions-réponses. Pourquoi ne pas faire la même chose avec un Siri OS qui serait embarqué dans les objets connectés? Il y en aura sûrement de plus en plus, ne serait-ce que les AirPods. Ouais. Les AirPods utilisent le mot magique pour leur parler sur la version 2. Et, ou le HomePod. Complètement. Parce que, voilà, typiquement. Et puis je suppose plein d'autres enceintes derrière qui vont arriver parce que HomePod n'a pas très bien marché. L'Apple TV. Ouais, ou l'Apple TV, exactement. Donc pourquoi, sur tout ce qui est objet connecté, ne pas développer un OS? Pourquoi pas tourner autour de Siri, puisqu'on est sur l'objet connecté qu'on va essayer d'activer par la voix, ça a du sens. C'est ça. Et de la même manière qu'il faut un iPadOS qui fasse un Siri OS pour distinguer, ça me paraît totalement cohérent avec ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, mais voilà, mais dédié, le Siri OS, il serait dédié aux objets que tu pilotes uniquement à la voix. Mais par contre, je vois pas du tout un iPad sous Siri OS, ou un smartphone sous Siri OS, ou pire, un MacBook Pro sous Siri OS. Et j'ai entendu suppression du clavier ou autre. Ah oui, non, mais là, les mecs ont rêvé. Bon. L'analyste, il dit, ouais, d'ici 2030, on n'aura plus de clavier, machin. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, je pense totalement que le mec a fumé de la drogue. Je pense que le mec a juste rien compris, en fait, à ce qu'on lui racontait en face. Et il s'est dit, c'est bon. Il n'y a pas de souci, ils vont lancer un OS qui se pilote à la voix et tout ça, le mec a rien compris. Ouais. En fait, ils veulent, je pense, unifier effectivement les fonctionnalités de Siri à travers tous les OS et effectivement lancer des fonctionnalités dédiées avec une puce dédiée à Siri, par exemple, sur les appareils connectés type d'ici 2030, il n'y aura plus de planète. Il n'a pas totalement longtemps, c'est ça. Dédié aux objets connectés, tout ça, effectivement, ça a complètement son sens. Mais là, en plus, je suis pas certain qu'il appellerait Siri OS entre nous, mais bon. Ouais, bon, je pense que c'était pour faire le parallèle avec iPadOS, c'est ça, trouver un nom. Je pense aussi. Enfin, bref. Donc voilà, c'était les rumeurs. Ouais. Ils vont peut-être pouvoir débaucher des gens de chez Google, ou plutôt des gens qui ne sont pas embauchés chez Google. Ah, mais voilà. Puisque Google n'aime pas les vieux. Et ouais, figurez-vous que moi, si aujourd'hui je postulais chez Google malgré mes très bonnes idées, eh ben je ne serais pas pris. Pourquoi? Parce que je suis trop vieux. Voilà, il y a en particulier Cheryl, Filekes, ou Filekes, je sais pas comment elle s'appelle, qui mène une action en justice. Alors c'est une class action carrément. Cette personne donc a été en contact avec Google 7 fois pour des entretiens d'embauche. À chaque fois, elle a été recalée. Tout se passait bien, tout ça, mais en gros, il y avait des gros soupçons sur le fait qu'avoir la quarantaine, c'était discriminatoire et éliminatoire surtout. Voilà, au point qu'elle précisait pas son âge. Mais il y a, les gens qui lui faisaient passer les entretiens essayaient de passer outre le fait qu'elle précisait pas son âge, genre pour essayer d'avoir l'année par exemple dans laquelle elle a obtenu ses diplômes, pour pouvoir déterminer. Voilà, mais elle n'est pas la seule. Il y a un Robert Hiss aussi qui a été victime de discrimination lors d'un entretien. Son interlocuteur Google lui affirme que c'est un très bon candidat, tout ça machin. Mais au fil de l'interview, enfin de l'entretien, du coup, il montre des connaissances pour les appareils anciens, tu vois. Bien qu'il soit extrêmement calé dans l'informatique moderne. Voilà. Et donc du coup, ça a révélé son âge. Et donc, Google n'a pas aimé le fait qu'il ait une soixantaine d'années. Il n'a pas voulu l'embaucher. Bon bref. Du coup, ils doivent 11 millions de dollars de dédommagement. La firme a donc décidé de payer les 11 millions de dollars. Donc ils reconnaissent qu'ils ont discriminé. La somme se divise en plusieurs parties. Donc il y a 2,75 millions de dollars qui vont aux avocats sur les 11. Merci. Le plus beau métier du monde. Il y a 35 000 dollars qui vont à chaque plaignant, donc il y en a un paquet. Et il y a 10 000 dollars supplémentaires qui vont à Cheryl. Bonus, hein. Merci pour les avocats. Soit les avocats ont dit écoutez, nous avons apporté une super affaire, on s'est pris 2,75 millions, on vous donne 10 000 de plus. C'est bon. Hein. Donc elle aurait eu 45 000 dollars. Des dédommagements voilà, qui ne devraient pas trop handicaper la marque, hein, puisque forcément c'est assez faible. Mais voilà quoi. Non, c'est pas grand chose, mais quand même, c'est le fait qu'ils reconnaissent. C'est fort en termes de com. Qui reconnaissent en faisant la tractation en fait. Oui, c'est ça. En fait, oui, ils ont reconnu complètement. C'est quand même, voilà. Pour un si gros groupe avec qui s'affiche des valeurs humanistes ou autres, bon, c'est assez surprenant. Alors Chagara, qu'est-ce qu'elle dit? Non, c'est parce que tu affiches trop que tu aimes Apple que tu ne seras pas pris, bien sûr. C'est avec un iPhone. Voilà. Bah, qui aime les vieux, franchement? Et Chagara dit moi, merci. Voilà, bande de petits cons. Cédric n'est pas vieux, voyons, voilà. Merci beaucoup. Bon, bref, passons.
Parmi les gens qui vont pas hyper bien en ce moment, enfin hyper bien, Ouais. Si, ils vont bien, mais peut-être une tendance. Ouais, exactement. C'est lui qui l'a dit, ouais, c'est ça. Nombre d'abonnés Netflix en baisse, prix en hausse. On a fait un lien, hein. Mais bon, ce qui est peut-être pas un lien si immédiat que ça, mais je pense que ça joue. Voilà, donc vas-y. Ben, Qu'est-ce qui on se a- passe chez Netflix? Bon, après, tout ce Les qui est chiffres, Netflix le marché, est toujours dis-nous tout. hyper suivi, donc dès qu'on peut essayer de mettre le doigt dessus en disant ah oui, ça marche pas bien. Donc ils ont perdu 11% à la bourse. Vivement Salto. Ouais, voilà. C'est bien parti. Hein, ça Avec avance la bien. maison de papier, Voilà, la version française. c'est ça. Chose étrange. Ce serait- T'imagines, Ouais, ouais. ils traduisent Ils tous les refont trucs de tout, en Netflix fait. et ils refont tout. Tu sais. Avec un budget de 10 000 euros. C'est ça, budget de 10 000 euros. Voilà. Et il lancerait Marseille. Ah non, Marseille, c'est déjà fait. Ouais. Merde. Et avec, Avec un budget de 10 000 euros, ça pouvait passer franchement. Gérard sur Depardieu à Salto. la place du professeur. dans C'est la ça, Casa de c'est Papel. ça, ça serait pas mal. Enfin bref. Bon, donc on a une perte de 11% de la bourse. Bon, la bourse, c'est des paris sur ce qui va se passer en fait. Et ils devaient recruter 5 millions de nouveaux clients. Waouh. Et ils n'en ont recruté que 2,7 millions sur le dernier c'est moche. trimestre. Hein. Donc, c'est bien, mais c'est pratiquement la moitié. Donc ça, c'est quand même pas la bourse. Donc, direct, punition, Direct, voilà. Allez. 11% de moins au niveau de la bourse. Donc, ce qui est un peu plus inquiétant par contre, c'est qu'ils en ont quand même Ils ont perdu. ouais. Aux États-unis. Non seulement ils ont moins recruté, mais là, ils ont carrément perdu. Ouais, C'est négatif. tout à fait. Et ils anticipaient un gain de 310 000 abonnés et ils en ont perdu 126 000. Ça, par contre, c'est beaucoup plus emmerdant parce que c'est quand même là la maison mère, on va dire. Et ce qui les arrange pas du tout, c'est que ça intervient pile à un moment où il y a une forte concurrence qui arrive. Oui. Donc ça, c'était pas du tout Disney+, bon pour eux d'arriver à Apple ce moment-là. TV+, Et la machin. principale concurrence, forcément, c'est Disney+. Disney+, Et ouais. forcément, je vous ai mis une petite impression d'écran. Ouais, et avec quand tout ce qui on voit débarque. ça, Ouais. où il y a toutes les séries qui vont arriver sur le Disney+, avec donc Ah, il n'y a pas que parce que là, il y a les films. Hein. Ouais, là Attention. il y a aussi des films. Et, Ouais, le Thor Love and Thunder, c'est un film. ouais, on va avoir Falcon et Winter Soldier, ça va être la série. On Ouais, va What If WandaVision, aussi. What If. WandaVision aussi, c'est une série. Ouais, The Falcon Winter Soldier, ouais, série. Loki, série. Le Loki série, bon ben, enfin Voilà. voilà. Donc là, il y a Ouais. quand même du lourd qui arrive. Faut pas oublier qu'ils ont annoncé à un moment donné, alors je sais pas s'ils tiendront, que tout ce qui est film Marvel, Et plus les séries Star Wars aussi qui vont être oui, exclusives. ouais, tout à fait, oui, le Mandalorian. Le Mandalorian, tout ça, Ouais. ça va être exclusif Disney+. Et à un moment donné, alors ça sera aux États-Unis, peut-être dans d'autres pays, mais pas en France, mais on devra aussi avoir les films qui arrivent Day One sur le Disney+. Ça, c'est ouf. Hein. Et C'est-à-dire que le jour de la sortie du c'est film, ça. il est là. C'est là, ça tue. Un peu quand comme même. fait Netflix quand ils diffusent leurs films Ouais. que sur leur plateforme. quoi. Sauf que là, c'est des films Marvel. C'est quoi, le film Marvel, ouais. qui ont racheté tout. Donc, clairement, ouais. Et là, du coup, ça leur permet de se passer des coûts d'exploitation du film en salle et tout ça, quoi. Et tout ça pour 6 euros par mois, un truc comme ça, 6-7 euros par mois, je crois. Bon, je pense qu'effectivement, ça le peut DAS. faire très 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 mal. Plus marginal, Ouais. tout ce qui est TV d'Apple, bon, moi j'y crois Ouais, moins, enfin, Apple mais TV+, bon, tout ouais, ça, ouais. mais ouais. L'Amazon Prime qui continue Moi à aussi, se j'y crois pas développer. trop, Et donc là, ce qu'on se dit, c'est ça peut commencer un peu à sentir mauvais, en tout cas côté ouais, Netflix. côté Netflix, il y a de la concurrence. Ouais. Après, d'un autre côté, ça va peut-être bouger, ça va peut-être aider Netflix à se bouger. C'est ça. Les dernières productions Netflix, il n'y a pas que du bon. Donc, il y a beaucoup de films qui sont Ouais. plus des. Franchement, il y a très peu de films Netflix que on a réussi à apprécier. On en parlait d'ailleurs dans un Geeking. C'est compliqué, hein. Les films Netflix, ça fait très téléfilm qu'on pourrait imaginer diffusé sur la télévision un dimanche après-midi, quoi, certains. Donc, voilà, un peu limite. Et le fait qu'il y ait un peu de concurrence, peut-être qu'ils vont se recentrer sur des productions d'un peu Je pense que ça peut faire du bien. meilleure qualité, quoi. C'est surtout ça. Alors le DAF, il fait une comment ça s'appelle une news croisée, news BFM. Voilà, il y aura du porn sur Disney+. Parce qu'on avait vu que sur BFM TV, il y avait je sais plus quel Oui. quel journaliste ou quel intervenant qui disait Quand que on cherche des quand films on Disney, quand on cherche du Disney, ouais. on tombe sur des films pornographiques. Ouais, tout à fait. Alors, bon, on avait fait l'expérience en direct, c'est-à-dire qu'on avait cherché des films Disney dans la matinale et on a trouvé que des films Disney. En fait, on a trouvé à Étrangement. aucun moment du porn. Alors, peut-être que lui télécharge illégalement les films Disney, tu vois. C'est Et peut-être ça, dans en ce fait. cas-là, peut-être qu'il télécharge des fichiers qui sont évidemment des fakes. Mais il parlait vraiment de vous cherchez sur Google des films Disney, vous tombez sur des films porno et c'est pas vrai. Mais bon, bref, encore des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Fake news encore. Et encore des fake news.
Bon, enfin bref, en tout cas, ils perdent aussi Ouais, des ils séries, perdent ils perdent des des exclus. abonnés. Ouais. Après, maintenant, il y a Stranger Things, nouvelle saison qui est sortie, Oui. Casa de Papel, The Ouais, Crown. en donc, fait, c'est voilà. vrai que tous ces chiffres-là sont tombés avant C'est ça. la sortie de leur gros blockbuster série. Mm. Donc, Et bon, je voilà. pense qu'il y en a qui peut-être Les qui se posent la Aristochats. question de. Non mais les gars, vous avez craqué là. Ce sont des idées. Qu'il y en a qui se posent la question en fait de se dire aussi est-ce que je m'abonne à Netflix alors qu'il y a Disney Plus qui va sortir. Il y a peut-être aussi un moment où le marché attend un peu. Attend de voir ce qui va se présenter. Peut-être aussi. Bon voilà, un peu Et moins tout à l'heure, d'engouement. Chagara faisait un truc, il disait 11%, c'est vraiment grave et tout ça. Alors, c'est 11% à la bourse, donc si tu es coté à 1 milliard, voilà. Après, quand je regardais, ils ont atteint un niveau qu'ils avaient il y a 7 mois, je crois. Oui, quelque c'est chose ça. comme ça. Ils sont Bon, revenus un peu en arrière. voilà. Tu fais quoi pendant la matinale? Oh rien, je cherche du porn de princesse Disney. Mais pas du tout. La Casa des Popols. Non mais. Voilà. Et juste quand même pour terminer sur un point, pour dire le chiffre d'affaires, par contre, lui, il conforme aux attentes à Oui. 4,92 milliards de dollars. C'est ça, bon. Ça va. Bon. Exact. Ils ont un peu de marge. Ouais, donc ouais, les 11%, bon, voilà, c'est une punition, mais ça représente un peu de pognon quand même. Mais voilà, mais oui, le matin, en fait, on a vraiment fait l'expérience. C'est-à-dire qu'un journaliste dit, est-ce que vous tapez Disney sur Google et vous tombez sur du porn. On a tapé Disney, à aucun moment on est tombé sur du porn. Aucun. Mais c'est pour la loi là qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Ils passer, veulent interdire le porno sur Internet aux mineurs et donc du coup ils cherchent des arguments pour dire regardez, il faut le faire parce que des gamins qui cherchent du Disney sur Internet tombent sur du porno. Voilà. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que l'étude dit que je sais plus combien c'était. En plus, c'est par tranche d'âge, mais genre 50% des ados qui ont cherché, qui ont utilisé Internet sont tombés sur du porno sans faire exprès. Sans le vouloir. Évidemment. Mais bien sûr, je pense que dans mon quotidien, j'utilise Internet tous les jours. Tout à l'heure, on a fait des recherches de fruits, de légumes, de je sais pas quoi. Bref, à aucun moment on tombe sur du porno. Aucun, never, ever. Donc, je ne sais pas ce que cherchent ces adolescents pour tomber sans faire exprès sur du porn, mais quand même, si tu cherches Disney sur Pornhub, tu trouves plein de porno. Oui, bien sûr. Non mais voilà les gars, mais honnêtement tu peux pas tomber sans faire exprès sur du porno sur internet, ça n'est pas vrai en fait. Et après aussi c'est un peu la responsabilité des parents aussi d'essayer de suivre en fait point. Donc d'éduquer un peu les gens. En parlant de gens éduqués, il y a des gens qui croient et il y a des gens qui sachent. Il y a des gens qui croient que le 11 septembre n'a jamais existé. Il y a des gens qui sachent que les aliens sont posés à la zone 51. Et bien justement, alerte au gogol. Ils ont décidé d'aller envahir la zone 51. Je trouve c'est extraordinaire comme news. C'est merveilleux. Ça peut se passer qu'en Amérique, ça. C'est ça, exactement. Donc, vive l'Amérique. Ouais. Donc, raconte-nous un peu l'histoire. Rapidement, mais c'est complètement fou. Hein. Donc c'est la zone 51, comme tu dis exactement. Et c'est quelque chose qui a été lancé sur Facebook avec une initiative visant de prendre d'assaut le site de la zone 51. On a une photo qui le prouve. Hein. Ouais, oui. C'est pas un fake. Non, c'est une vraie photo qu'on a pris à la GoPro. Ouais, c'est ça. Et donc, quand on voit ça, en fait, qu'est-ce que c'est? Ils ont créé un événement Facebook. Mais sauf que en Amérique, là, quand on crée un événement Facebook de ce type-là, où on s'attend à avoir 10, allez, 100 200 personnes. Tu lances ça pour une blague au départ. Et là, on est à plus d'1,5 million participants. Voilà. Et qui disent, on va aller envahir la zone 51. Et comme on est tous américains, et qu'on sera nombreux... On va le faire. On va le faire, il n'y a pas de souci, et ça va bien se passer. Ça ne peut que bien se passer. Bien sûr. Et il y a un plan. Et il y a un plan d'invasion. Enfin, c'est extraordinaire. Donc bon, après, c'est du troll, hein. Enfin, c'est pas possible. Bien sûr. Les Naruto Runners. Voilà. Envers, hein, donc, qui vont prendre de côté. Donc, il y a ceux qui vont courir très vite, il y a ceux qui vont jeter des pierres. c'est ça. Enfin, voilà. Vraiment. Voilà. Les Kyles avec le Monster Energy Buff plus 10 en Berserk, vous allez foncer tout droit. Ça va être un tel massacre, c'est ça. Les lanceurs de pierres, vous êtes derrière pour lancer des pierres. On sait quoi concrètement de la zone 51? Bah, que la vérité est ailleurs, comme dit le DAF. Je crois qu'on sait pas grand chose. Je crois que ça résume. Non, mais en fait, c'est des tests c'est là où vous faisiez des tests pas mal de l'armée de l'air, en fait, d'avions et tout ça. C'est ça. Bref. Donc, du coup, c'est quand? Donc là, c'est au mois de septembre, c'est le 20 septembre, le vendredi 20 septembre prochain. C'est important. Ouais. Si jamais il y a un live stream, on le commente sur la chaîne. Ça peut être tellement drôle. Ouais, je sais pas si des images seront vraiment montrables, mais bon, ça va peut-être pas durer longtemps. Donc, bon. on a quand même eu un la retour 51, ça on fabrique le pastis. Bah oui, forcément. Voilà. Il y avait d'ailleurs un tweet là-dessus. Donc, on va vous montrer un exemple de tweet qui est sorti, parce qu'au moins, en tout cas, on peut un peu se marrer sur le sujet. On a eu une réponse de l'armée américaine
Donc, qui nous dit que c'est un champ d'entraînement pour l'armée et qui décourage fortement quiconque qui essaierait de venir dans la zone où ils entraînent les forces armées américaines. Donc, bon, ils n'ont pas dit qu'ils allaient tirer sur tous les gars. Non. Mais normalement, c'est la procédure. Voilà, exactement. Arrivé à un certain niveau, en tout cas, on peut pas avancer plus. Et donc, que risque-t-il de trouver dans la zone 51 ? Exactement. Et là, la toile est en ébullition sur le sujet. J'en ai sélectionné un qui m'a bien fait marrer. J'espère que ça sera le cas aussi pour vous. Et donc, voilà ce qu'on risque de trouver lorsqu'ils vont arriver dans la zone 51. Exactement. Quand les Américains vont arriver à la zone 51, mais c'est merveilleux. En fait, ils sont tous là. Voilà. Sachant que Michael Jackson était un extraterrestre. Exactement. Donc, ça vient juste accréditer la thèse. Il y est retourné. Chagrin qui dit « Bordel, c'était plus sérieux cette émission avec Rix ». Non. Alors, je changerai l'adjectif que tu as utilisé. Je ne dirais pas sérieux, c'était plus chiant avec Rix cette émission. On s'endormait. Moi, je m'endormais à côté. Là, au moins, on rigole. Je suis pas prêt de retourner dans RGB, moi. C'est ça. Alors... on va parler d'un sujet sérieux du coup, puisque apparemment on nous demande du sérieux, donc c'est le retour du sérieux tout de suite là maintenant. Apple qui va financer des podcasts. Hypothèse. C'est même plus qu'une hypothèse apparemment, c'est la grosse rumeur. Ouais, rumeur. Encore une rumeur. Ben oui, encore une rumeur. La rumeur donc qui est que Apple voudrait financer des podcasts contre des exclusivités. Mais pourquoi maintenant ? Alors... En fait, c'est pas nouveau. Figurez-vous qu'il y a quelques années, maintenant la NDA est passée, donc je peux en parler, nous avions rencontré des gens de chez Apple à Bordeaux. Et à l'époque, ils nous avaient proposé pour Geeking éventuellement une exclusivité sur la plateforme iTunes et avec un financement derrière. Parce qu'ils m'avaient demandé même mon budget annuel, ce qu'on faisait, tout ça, machin. Et ils avaient rigolé quand j'avais annoncé le budget. Il a dit c'est pas possible, vous faites pas avec ça. Bah si, je vous jure. Donc il avait rigolé. Mais bref, c'était un projet à l'époque où le podcast audio en tout cas les intéressait encore. Mais ils avaient dit on sait pas si on le lancera. Ils avaient dit franchement c'est comme tous les projets chez Apple. On en parle aujourd'hui, pareil dans 6 mois on n'en parlera plus et ça sera enterré. Et ça ressortira dans 10 ans. Bon, ils sont presque trompés à quelques années près. Parce que si je vous parle de ça, ça remonte à maintenant 1, 2, 3 ou 4 ans. Ah oui. Où on avait discuté. 3 ans, je crois. On avait discuté. 2 fois. Avec avocat, tout ça, machin, signature de NDA. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'était avancé. Et oui, c'était vraiment sympa. Ça rigolait pas. C'était vraiment sympa. Il fallait vraiment pas parler du truc. Ils te montraient les slides. Tu avais 2 avocats qui étaient à Cupertino que tu voyais dans une caméra interposée qui te lisaient les conditions et qui te disaient est-ce que vous avez bien compris, tu devais dire oui. Et voilà, et tout ça. Après, tu signais un papier devant les 2 mecs qui étaient avec toi dans la salle. Et puis les mecs, tu leur disais, allez, vous recoucher. Il était 2h du match chez eux, ou je sais pas quelle heure, tu vois. Enfin, voilà. Ah, c'est impressionnant. C'est assez impressionnant, ça déconne pas. Bon, bref. Et du coup, ils en parlaient déjà. Et bah, évidemment, ça revient sur le tas. Pourquoi ? Parce que ils sentent qu'il y a une opportunité, que le business du podcast est en train de se monter et ils veulent pas passer à côté. Ils ont été l'outil qui a permis au podcast d'exister, de se démocratiser. Très clairement, iTunes a été la première plateforme de podcast pendant très longtemps. Depuis, ils ont laissé un peu le truc dans le coin en disant ça vit tout seul, on n'a pas besoin de s'en occuper. Sauf que d'autres acteurs ont débarqué, comme Spotify, avec des podcasts dessus et tout ça. Et puis on a eu des grosses audiences de podcasts aux États-Unis qui rapportaient énormément d'argent. Et du coup, Apple s'est dit oh là, mais il y a quand même des productions de très bonne qualité, ce serait bien qu'on les récupère sous notre giron, qu'on fasse des exclusivités, qu'on donne un petit peu de budget, surtout que ça ne demande pas grand-chose. Et on va produire du coup des émissions made in iTunes, faites avec faites avec nos outils, pour nos outils, et faire la promotion de la plateforme et tout ça. Donc, pourquoi pas, en fait ? Pourquoi pas ? Surtout, il y a la concurrence qui arrive. Ouais, il y a la concurrence qui arrive. On a vu Magellan en France, c'est incroyable. Mais il y a Spotify, il y a Deezer avec Stitcher, entre autres, voilà, qui rachètent des studios de production de podcasts, Spotify en particulier, qui a racheté un studio, je sais plus, suédois ou je sais plus où. Donc, bref, on voit que ce marché bouge. Et c'est intéressant. Après, c'est pas vraiment nouveau. On le sentait arriver justement avec Stitcher qui permettait de financer avec Spotify et tout ça. Mais c'est vrai que voir un des GAFAM s'intéresser au podcast, ça prend tout de suite une autre dimension.
C'est pas la même. Ouais. Donc, comme dit Nico Bopi, podcast ouvert est en PLS, clairement. Parce qu'il y a évidemment le gros débat sur est-ce que le podcast c'est une façon de faire des émissions de façon indépendante sans argent, machin et tout ça, ou est-ce que le podcast c'est un moyen technique ou un média, ou enfin bref. Les débats philosophiques de le podcast doit être accessible à tous, il n'y a pas d'histoire d'argent là-dedans, tout le monde doit pouvoir s'exprimer et tout ça. Je crois pas que l'un empêche l'autre, mais bref. Des gros débats existentiels sur les plateformes. L'appli podcast, de toute façon, maintenant qui est disponible un peu partout, y compris sur la nouvelle version de macOS dans quelques semaines. Enfin, quelques mois. Exactement. Même, en septembre, normalement. Avec les nouvelles versions. L'appli podcast va être séparée donc d'iTunes. Ils auront leur propre appli podcast aussi. Ça va être l'occasion de monétiser, de faire ce genre de choses. Déjà, ils ont rajouté la gestion des saisons sur la partie podcast chez Apple. Grosse nouveauté. Donc, du coup, vous pouvez même faire des séries audio en podcast, faire plein de nouveaux formats et tout ça. Ils sont en train d'améliorer le truc. Ouais. Je pense que c'est un moyen accessible d'expression, oui, mais le fait qu'Apple achète des podcasts pour les mettre en exclusivité dans leur catalogue, je ne vois pas en quoi ça empêche les gens de faire du podcast. Au contraire, ça donne juste les moyens de le faire. Pour ceux qui sont rachetés, ça donne les moyens. Pour ceux qui ne sont pas rachetés, c'est pas très grave. Après, c'est totalement dans la stratégie d'Apple, sur la partie service et surtout contenu. Mais il y aura Podcast Plus, peut-être, avec des contenus payants. Ou alors, intégré dans la partie musique. On prend un abonnement musique, on a le droit au podcast, machin. Ou alors, mais en fait, je pense surtout que ça va être un produit d'Apple. Si tu es exclu plateforme podcast Apple, tu seras que dans l'appli podcast d'Apple. Ouais. Donc, du coup, si tu veux écouter ce podcast-là, tu seras obligé d'avoir un produit Apple ou d'utiliser l'appli podcast sur tes différents devices. Il risque de se rapprocher des gros. Bon. Peut-être, effectivement. Mais ça leur permettrait, par exemple, d'avoir un catalogue qui soit autre que uniquement du replay de radio ou ce genre de choses, quoi. Voilà. Et puis, il y a des podcasts de qualité qui finissent en exclusivité chez d'autres, et pour eux, c'est un peu dommage. Ouais, c'est sûr. Ils vont utiliser le podcast gratuit pour se faire de la pub, c'est pas bien. Non, là, ils vont les produire. Donc, ils vont donner de l'argent pour que ces contenus soient là. C'est ça la différence. Ouais. Alors, on peut faire du bon contenu sans gros moyens. Là où ça va devenir chiant, c'est au niveau de la mise en avant. Ah bah oui, là, c'est leur catalogue, ils font ce qu'ils veulent. Donc, s'ils veulent mettre en avant que les contenus que eux produisent, c'est leur plateforme. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. C'est un peu comme partout. On était un peu trop habitués au Apple qui mettait en avant un peu tout le monde, qui produisait rien et tout ça. Là, ils vont mettre en avant leurs produits et à la limite, je trouve pas ça choquant. Enfin, pas plus que ça. C'est sûr, ça va laisser moins de chance à des petits qui se lancent. Mais si vous avez une bonne audience, si vous construisez votre audience, vous n'avez pas besoin des mises en avant, quoi. Voilà. Avec une communauté. Et puis, vous serez présent sur plusieurs plateformes. Vous aurez une audience qui sera plus grande sur les plateformes. Vous avez Deezer, Spotify, plus podcast, plus d'autres. Plus Magellan et plus d'autres. Donc, alors que si vous êtes uniquement Apple, votre audience elle est très concentrée. En France, Apple, c'est 20 ou 30% de part de marché sur les smartphones. Donc, ça veut dire que déjà, vous vous coupez de 75% d'un potentiel d'appareil sur lequel on pourrait vous écouter. Ouais. Donc, c'est quand même un double tranchant, quoi. Enfin, voilà. Quelque chose à ajouter ou pas? Rien du tout. Parfait, c'est un sujet que je maîtrise. Sujet suivant, je maîtrise pas du tout. Amazon est prêt à payer pour vous traquer. Qu'est-ce que c'est encore ce truc? Après, c'est plus pour la démarche en fait que je trouvais ça intéressant. C'est de se dire qu'ils vont proposer, alors entre les sites, c'est entre 10 et 11 dollars à peu près par an pour traquer l'activité internet des utilisateurs. Ah oui, j'avais vu passer, effectivement. Ouais, et je trouvais la démarche intéressante. Donc en fait, c'est la question de la monétisation de ces données sur internet et d'essayer de se dire là où avant on est financé par justement on vient récupérer nos données sont revendues de manière anonyme. Là, tu dis, je donne par exemple tout mon historique de navigation. C'est ça. Et on me donne de l'argent. Donc au moins c'est clair. Tu vends une partie en disant, voilà, je donne tout ce que je fais avec mon navigateur, tu le sais. C'est ça. Au lieu de le découvrir après coup en disant, quoi? Ils m'ont pisté depuis des années, ils savaient tout ce que je faisais. Ils savent tout ce que je fais et en plus je gagne rien pour ça. Voilà. Là au moins il y a un contrat. Donnez-moi de la thune. Ben ouais. Et là, il y a un contrat. Et je trouve ça pas mal, dans l'approche en tout cas, qui est de dire, je vais te rémunérer pour t'espionner en permanence. Voilà. Ouais. Bon, après, je le faisais depuis toujours, mais voilà. Mais la nouveauté, c'est que maintenant, je te rends de l'argent. C'est ça. Et après, donc, c'est un outil qui propose, donc, pour pouvoir le faire, mais vraiment, là, comme il paie,
Ils veulent Oui. là qu'il y ait un outil qui soit installé. Donc c'est un outil de navigation qui s'appelle Amazon Assistant. Moi, je l'ai, l'Amazon Ah, Assistant. tu l'as, mais voilà. Donc Du coup, il me tu traque pourrais déjà. te faire payer, tu vois. Putain, mais payez-moi Amazon, bordel. Et donc, alors c'est réservé pour l'instant à ceux qui sont aux États-Unis, mais Ah merde, peut-être donc là, il s'arranger me avec un traque gratos. VPN. Donc, Putain, il me traque gratos. c'est ça. Donc ça va te comparer en fait les offres avec tous les sites de e-commerce Ouais, pour c'est pour ça t'afficher que je m'en voilà sers. les offres à Amazon Quand je à suis sur un côté. produit, ça me dit ah, il est dispo sur Amazon, il est à tel C'est prix. ça. Et ça existe depuis des années. Il y a 7 millions d'utilisateurs, donc c'est sous Chrome, Firefox. Ouais, moi je l'ai autre. sur Safari. Ah, toi, Il est sur sur Safari aussi. Voilà. Et mais bon, là c'est vraiment voilà cette démarche-là que je trouve intéressante. Après, attention, ils sont pas fous. Ça sort comme par hasard juste avant que on ait une proposition de loi au Sénat américain obligeant les grands sites d'avertir leurs visiteurs sur les Ok. données récoltées lors des passages sur les plateformes. Oui, ils se Et disent, le bon, sort ben là, réservé. t'as averti, eh ben, on te paye, donc du coup, tu Voilà. le sais. Ah, Tu veux pas dire que tu le bon, il y a savais un pas, vu qu'on contrat, te on paye. t'a payé. Voilà. Ah, pas mal. Donc bon, je pense que ça les a en tout cas bougé là-dessus. Bah ouais. Après, c'est pas nouveau. Il y avait une question à un moment donné sur la valorisation de nos données, notamment côté Facebook, Oui. qui s'était posée sur un compte Facebook. Enfin, ça coûte Facebook, combien ça coûte- enfin, ça nous Enfin, rapporte ça rapporte combien, ouais, c'est ça. Et j'étais surpris par le prix, sachant qu'il y a des prix différents. Ouais. Et donc, enfin, je pense que c'est en tout C'était une cas dans les trentaine de dollars, démarches. je crois, Ouais, qu'ils avaient dit, ouais. tout à fait. Et je trouve que c'est des démarches qui sont assez saines en tout cas de se poser Ouais, ces De questions-là. se dire, Et on est peut-être en train de basculer quand même d'un domaine où on est venu exploiter toutes nos données pendant des années sans le savoir. Bon, certains le savaient, mais on a quand même fait le choix de les donner parce qu'il n'y a pas le choix si on veut utiliser le service. À un monde peut-être un peu plus vertueux. Ouais. Voilà. Après, je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux, parce que là, pour le coup, ils paient pour te traquer, donc ils veulent tout savoir. Ouais, exactement. Voilà. Mais en tout cas, ça montre que ça bouge, et c'est toujours une bonne chose, Non, en c'est tout une cas, bonne qui chose, se posent des questions sur leur business model. T'as posé une bonne question à la fin. Seriez-vous Ouais. prêt à accepter de vendre vos données? On en avait parlé dans un débat, si j'ai pas de bêtises, dans le débatard. C'était un des sujets sur la vie privée, tout ça, machin. Et dans une matinale aussi, on en avait parlé. Donc voilà, est-ce qu'on est prêt à accepter de vendre nos données? De dire, bah écoute, moi je suis ok pour me faire traquer, en échange, vous me payez. C'était le débat sur la vie privée avec Apple qui lui justement est anti-tracking et tout ça. Donc c'est une bonne question hein, dans la chatroom. Si vous n'étiez pas là pour le débat, vous pouvez aller le revoir. Non, il est toujours dispo en replay. Le débatard. Sinon, bah, vous pouvez répondre dans la chatroom. Est-ce que vous êtes prêt à être payé pour filer vos données, que ce soit des données de navigation ou d'autres données? Et on va terminer avec une petite news sympathique, les leaks du Pixel 4. Voilà, donc là c'est carrément des leaks 4K, vidéo, HD, machin, bidule, C'est plus du leak, Dolby, enfin, c'est ça. envoyer carrément dans la plaquette, quoi. Voilà, donc là on voit le téléphone, alors en haut il est à l'envers en fait. C'est-à-dire que la partie, la grosse partie là, et le gros, c'est un front en fait, pas un menton, donc il faut le mettre dans l'autre sens. D'ailleurs le petit trou blanc qu'on voit c'est le haut-parleur. Donc voilà, on voit le dos, on voit le dessus, le voilà debout. C'est vrai que ça fait bizarre finalement d'avoir la partie épaisse en haut, une partie fine en bas, enfin bon bref. Nelliger n'aimerait pas la non-symétrie de l'objet. Ça serait d'ailleurs un des appareils qui intégrerait les évolutions du projet Tango, puisque des fabricants de verre trempé ont montré qu'en haut à droite du haut-parleur, il y avait une zone qu'il fallait absolument libérer. La zone mystère. Une zone mystère, et ça serait peut-être un scanner 3D, donc qui servirait pour la reconnaissance faciale par exemple, évidemment. Et voilà, la version noire et la version blanche. Bon. Écoutez, on en saura plus à la rentrée, puisque c'est là que normalement on a comment ça s'appelle la conférence Google sur les pixels. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, c'est vraiment les caméras sous l'écran et un ouais, écran. t'attends ça, Ouais. full, Après, ouais. je sais que là, ça rend pas encore comme ça devrait, Ouais. mais bon, faut attendre que ça mûrisse Le un peu. Note 10 est vraiment impressionnant. Ouais. Ce matin, on a montré les leaks d'ailleurs du Note 10, où l'écran est vraiment bord à bord, et avec une symétrie parfaite entre les bords sur les côtés, le bas et le haut. Et il y a, tu sais, ce fameux... Alors, il n'est pas sous l'écran, mais ce trou, en fait, tu sais, pour avoir la caméra au milieu, en haut. Le petit poinçon. Et en termes de design, quand tu vois l'appareil, c'est assez bluffant. Surtout qu'il fait 6,50 et quelques pouces, ou 6,8 pouces, quasiment 7 pouces. C'est ouf, quoi.
Moi, c'est vraiment ça que j'attends. Donc, Ouais. c'est des écrans Des écrans complets. complets, Et, le notch de l'iPhone fait chier. après, le petit capteur là en haut à droite, c'est Ouais. aussi, certains disent c'est pour les gestes, peut-être un Oui, capteur de mais gestes justement, aussi. le fait qu'il soit scanner 3D, Ouais. il va pouvoir détecter une main et par exemple un geste de la gauche vers la C'est ça, droite, ouais. identifier la main, tout Peut-être. ça. Donc, à voir Voilà. ce que ça va donner. Mais pour moi, en tout cas, c'est vrai que la partie design est vraiment Bah, je trouve que importante. la face avant, ouais, et la là, face avant est un peu ratée. moi, ça me gêne un peu. L'arrière Voilà. encore, il n'y a pas grand chose à dire. Mais bon, j'en ai tellement envoyé sur Apple que là, je peux Voilà, quand même c'est faire ça. des compliments un peu sur C'est ce ça. Pixel, quoi. C'est ça. Peut-être le prochain téléphone de Christophe. À chaque fois, il dit je prendrais bien un Pixel. Jamais il le prend. C'est pas compliqué. Jamais. Il y a toujours un truc qui va pas. Qui fait que. Bon. Toujours un truc qui fait que. Bon, on a terminé l'émission. Vous pouvez retrouver sur Twitter, et c'était un ordre, vous pouvez aller le suivre. @culte_lord, notre ami Bertrand, ici présent. Allez-y. Après, je vois le prix, dit Christophe, et c'est exactement ça. Et moi, sur Twitter, c'est @Cédric Bonnet, donc n'hésitez pas à aller nous suivre. Bon, on poste aussi des conneries et tout un tas de choses. Mais pour suivre nos différentes actus, envoyez des messages d'ailleurs à culte_lord pour lui dire si vous étiez content ou pas de sa venue dans l'émission. Alain M, je t'enverrai le virement PayPal. Hein, c'est ça, parfait. Il est à fond. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, vous avez la possibilité. On nous parle de Cult au départ et on a Bertrand au final. Ouais. A-t-on révélé son identité secrète? Je vais remettre mes lunettes. Bertrand, ouais, ça, remets tes lunettes après. Donc, studiorenegade.fr si vous voulez toutes les infos sur l'agenda, tout ça, tout ce qui se passe un peu sur la chaîne. Et un petit rappel comme ça au passage, pendant l'été, certes, l'activité ralentit pour nous parce que on a des vies prenantes, mais l'association a toujours les mêmes besoins. Donc, je sais que vous avez pas mal répondu à l'appel du resub ce mois-ci. On n'est pas trop mal, je vois qu'on est à 180 abonnés, donc c'est pas mal. Mais effectivement, il ne faut pas oublier de resub ou vos Tipeee et tout ça, puisque, voilà, comme je vous le disais, l'association a toujours les mêmes besoins pendant l'été, et donc votre présence est importante. Et j'en profite pour rappeler que le 24 août, on a notre IRL, et il reste des places. Donc n'hésitez pas, on a une salle qui est juste à côté du studio, donc du coup on pourra venir visiter le studio. Là où c'est top, c'est que même après 19h, on fera un barbecue tous ici au studio, dehors là. Donc venez, on vous fera tous ensemble et tout ça après l'IRL, ça sera pas mal quoi. Lien sur la homepage du site nous dit Nico Poppy. Et bien voilà. Top. Bref, sur ce, merci encore à toi Bertrand. Merci pour l'invitation. À la chatroom et on se donne rendez-vous. Alors, voyons voir, la semaine prochaine... Non, peut-être pas la semaine prochaine. On verra. En tout cas, studiorenegade.fr si vous voulez savoir quand sera le prochain beat. Teasing. Allez, ciao, ciao. Et moi, je vous dis à demain pour ceux qui nous suivent en direct pour la matinale. Ciao. Ciao.